Là, c'est lancé. A priori. Je sais pas si vous avez eu une pop-up, mais c'est lancé. Oui, tout à fait. Très bien, parfait. Ok, eh ben, écoutez, je démarre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Camille Vigourou, designer graphique et directrice artistique. Merci d'être présent aujourd'hui, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je vais vous parler de l'identité visuelle, de sa force et de son impact pour les marques. Ça va durer environ 40 minutes. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin de la présentation. Alors, est-ce que tout le monde est prêt et connecté? Je crois que c'est bon, on va pouvoir y aller. Pour commencer, avant de parler de l'identité en tant que telle, on va d'abord se demander ce qu'est une marque. Même si nous connaissons toutes et tous les marques, puisqu'elles font partie de notre environnement, il est intéressant de connaître leur origine. D'où viennent-elles? Pourquoi sont-elles nécessaires à notre économie et plus largement à notre société? Première partie, nous allons définir ce qu'est une marque. Deuxième partie, nous allons parler de l'identité visuelle et de son rôle pour la marque. De quelle façon elle impacte les marques et leur image. Et en troisième partie, nous parlerons du logotype, des diverses formes qu'il peut prendre et des grands principes à adopter pour assurer sa longévité. Qu'est-ce qu'une marque? Les marques sont tout autour de nous. Nous y sommes habitués depuis que nous sommes nés. Elles font partie de notre quotidien. Nous les côtoyons tous les jours, dans la rue, dans notre maison, dans nos smartphones. Nous portons environ 10 marques sur nous, de nos sous-vêtements à nos chaussures, en passant par nos habits, mais aussi nos bijoux, nos lunettes, notre montre. Les marques sont rentrées ces dernières années plus que jamais dans notre sphère privée. Mais d'où viennent les marques? Marque se dit brand en anglais. Et brand vient du germanique brand, qui veut dire épée, mais aussi brûler. Dans l'Antiquité, on marquait les bêtes et les esclaves d'un symbole pour signifier leur appartenance à un maître. Brand est donc un mot qui a une forte dimension guerrière. On utilisait son épée pour défendre un territoire, mais aussi pour en conquérir de nouveaux, que l'on brandait pour se les approprier et en communiquer sa propriété. On marquait par la lame, puis par le feu, et ensuite, par extension, par le fer rouge, c'est-à-dire le tison. Depuis la nuit des temps, l'humanité utilise des symboles pour communiquer des réalités complexes. Les représentations figuratives sont nombreuses à l'époque des cavernes. On a toutes et tous en tête les animaux ou les mains qui ont été peints dans les grottes préhistoriques. Mais les représentations symboliques sont 2 fois plus nombreuses. Il s'agit des signes symboliques qui permettent de compléter le vocabulaire figuratif. Dans la grotte de Nio, en Ariège, beaucoup de bisons ont été dessinés. L'un d'entre eux, que l'on appelle le bison mourant, est accompagné de signes peints en rouge et en noir. Il s'agirait sans doute de symboles de chasse qui représenteraient des techniques stratégiques comme des encerclements, mais aussi des armes qui seraient sans doute des massues. Tout un vocabulaire figuratif et abstrait a été inventé au Paléolithique pour exprimer des scènes de vie, des exploits ou pour communiquer des connaissances. Ces signes graphiques, basés sur la géométrie, on en a découvert sur plusieurs sites préhistoriques dans le monde. Ils portent des significations précises qui n'ont pas encore été complètement décodées aujourd'hui. L'interprétation qu'on en fait ne relève que d'hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que ces signes sont une façon de traduire le monde environnant, de le rendre plus compréhensible et de le communiquer exactement de la même façon que l'écriture. Ces symboles vont d'ailleurs donner naissance aux idéogrammes, avec l'écriture sumérienne ou égyptienne, formée de petits signes. Certains sont abstraits, d'autres sont plus figuratifs. Chaque signe représente une chose ou une idée. Assemblés les uns avec les autres, ça a donné petit à petit l'écriture. Au temps de la construction des cathédrales, les ouvriers du bâtiment, qu'on appelait les bâtisseurs, signaient leur travail avec un symbole qui leur était propre. Ça leur permettait de se distinguer les uns des autres. Ces marques, gravées dans la pierre, faisaient office de signature, mais pas seulement.
Elle servait aussi probablement à la rémunération des bâtisseurs qui étaient payés à la tâche. L'objectif de ces signes était donc l'identification. Les drapeaux ou les blasons ont exactement le même objectif, identifier et signaler à qui appartient une terre, un domaine, un bien. Ils sont reconnaissables de loin et ont pour ambition de marquer la propriété d'un territoire, mais aussi de fédérer un peuple, de créer ainsi un sentiment d'appartenance. Dans ces signes graphiques forts que sont les blasons, on peut lire des symboles. Il s'agit souvent d'armoiries, qui sont les codes symboliques de chaque famille. Par exemple, la fleur de lys symbolise la force et la conquête. Le dauphin est un symbole du triomphe. L'héraldique, qui est la science du blason, n'était pas réservée qu'à la noblesse, contrairement aux idées reçues. Les villes, les corporations, les communautés et même les roturiers, donc les personnes non nobles, pouvaient faire créer et porter leurs propres armoiries. Les symboles sont des signes graphiques forts. Ils sont partout autour de nous, comme vous pouvez le voir avec ces exemples. Alors ici, ce ne sont pas des logotypes, mais ces signes agissent sur l'inconscient exactement comme des logos. Une fois qu'on les connaît, ils renvoient des messages impactants. Information, prévention, philosophie, etc. À ces messages, nous réagissons en conséquence. On ralentit, on réfléchit, on est informé, on est inspiré. Bref, ces signes créent une action. Notre corps, notre esprit se mettent en mouvement quand nous les voyons. Ils ont une forte dimension signalétique qui se traduit par une simplicité de forme et de couleurs ou un assemblage de signes contrastés. Et les marques, pour se rendre visibles et se différencier, se sont inspirées de ces signes graphiques pour communiquer leurs produits ou leurs services. Ces signes de marque sont infiniment variés, mais ils ont en commun leur symbolique. La façon dont ils sont dessinés transmet des idées, des émotions, des convictions. L'ensemble des mesures mises en place pour créer une identité forte et reconnaissable, c'est ce qu'on appelle le branding. Le branding, c'est l'ensemble des métiers de la création et du développement des marques. L'objectif du branding est de mettre en place des actions visant à valoriser l'image commerciale d'une marque, pour la positionner favorablement dans l'esprit du consommateur. Ça passe par des plans stratégiques à court, moyen et long terme. C'est un travail d'ensemble qui mobilise plusieurs corps de métiers qui œuvrent dans le même sens pour apporter une meilleure visibilité et une bonne réputation à la marque. L'identité et les valeurs de la marque sont travaillées de façon cohérente, permettant ainsi de développer une image de marque facilement identifiable. Le branding concerne les métiers du design, du marketing, de la stratégie et du commerce. Toutes les marques ne font pas usage de toutes ces spécialités. Le design olfactif, par exemple, ne concerne qu'un certain type de marque, mais on le retrouve essentiellement dans la mode, la beauté et la maison. Pareil pour le design sonore, qu'on retrouve dans la publicité, les jeux vidéo, l'automobile. On pense par exemple à Renault avec ses voitures électriques. En revanche, toutes les marques ont besoin d'une image. Et dans les métiers du design, le design graphique est en première ligne de la création de l'image de la marque, avec l'identité visuelle que nous allons voir en deuxième partie. Dans une marque, il y a ce que l'on voit, c'est la partie visible, et il y a ce qu'on ne voit pas, c'est la partie cachée. Dans ce que l'on voit de la marque, le tout premier élément, c'est le nom. C'est le point de départ de la marque. L'étude du nom relève de la science du naming. Dans le processus de création d'une marque, c'est une fois que le nom est arrêté qu'on va créer les autres éléments. Ensuite, il y a le logotype, qui peut être porteur d'une baseline, c'est-à-dire un groupe de mots qui définissent la marque. Par exemple, pour la start-up Alan, c'était l'assurance santé qui fait du bien. C'est descriptif. Le logotype peut aussi être porteur d'une accroche. C'est un message commercial souvent associé à des campagnes de pub. Par exemple, Just Do It de Nike ou What Else de Nespresso. Après le logo, il y a des codes graphiques, couleurs, typographie d'accompagnement, pictogrammes, etc.,
qui vont s'appliquer ensuite sur tous les outils de communication de la marque. L'ensemble de ces codes graphiques est détaillé et explicité dans un document écrit et illustré que l'on appelle charte graphique, de manière à être décliné ensuite de façon cohérente sur l'ensemble des outils de communication. Par exemple, une papeterie, une affiche, un packaging ou un site web. Dans ce qu'on ne voit pas de la marque, mais qui compose la marque, ce que l'on expérimente de la marque, se trouve l'histoire de cette marque, sa promesse, son positionnement, sa stratégie, ainsi que les personnes qui y travaillent. Une marque peut être une entreprise, un organisme ou même une personne. Les marques sont des organismes vivants, comme des individus, des êtres en mouvement perpétuel. Elles évoluent avec le monde. Une marque doit être aspirationnelle. Elle doit susciter le désir, voire faire rêver, donner envie aux gens d'y adhérer, de la porter, de la valoriser ou même de la défendre. Pour ça, elle ne peut pas se cantonner qu'au présent, mais doit viser le futur. Elle doit donner une vision d'avenir, sa vision d'avenir. Les plus grandes marques, celles qui ont le plus d'impact, peuvent même définir les tendances de fond. Elles impactent les autres marques. On parle alors de marques leadeuses et de marques suiveuses. Une marque n'a pas comme seul objectif de vendre, même si ça reste la condition sine qua non de sa viabilité. Son objectif n'est pas toujours corrélé à des ambitions commerciales. Les marques ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Tout dépend de ce que l'on y met. Des valeurs, des messages, des émotions. Chaque entreprise, organisme ou personne construit la marque qui lui ressemble. On passe à la deuxième partie, qui est le rôle de l'identité visuelle. L'identité définit une personne ou une chose dans son unicité. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique, différente des autres? Ça s'applique aussi aux marques, qui sont des entités pour lesquelles les contours se définissent. Prenons par exemple la RATP. C'est une entreprise qui a une identité propre, puisqu'elle a une histoire, un ancrage géographique, un positionnement et une vision d'avenir qui lui sont personnelles. Une identité donc au sens premier du terme, mais aussi une identité visuelle par le biais de son logotype et des codes graphiques qui en découlent. Dans le branding, quand on parle d'identité, on parle même d'ADN de marque, comme pour un être vivant. L'ADN informe sur les caractéristiques fondamentales de la marque. Structure génétique, histoire, racines, caractéristiques physiques, etc. L'ADN de la vache qui rit est très parlant. C'est la marque emblématique du groupe Bell qui est présente dans 120 pays. Une marque française, née dans le Jura au début du XXe siècle, qui est fondée sur une notion de partage, de plaisir, d'enfance, avec la joie et le rire comme élément distinctif, que l'on retrouve dans le nom comme dans le logo. Cette notion d'ADN de marque vient en amont de l'identité visuelle. Elle pose des caractéristiques revendiquées par la marque. Elle peut également être utilisée pour souligner qu'une marque mère transmet de manière héréditaire à sa marque fille certaines de ses qualités. Quand on parle de marque mère et de marque fille, on parle d'architecture de marque. Une architecture de marque, c'est une structure organisationnelle de portefeuille de marque ou de produits ou de services d'une entreprise. Il existe différentes formes d'architecture de marque, mais les plus connues sont ces deux formes, la maison de marque et la maison des marques. La marque mère donne naissance à des marques filles qui lui ressemblent, dans le cas de la maison de marque, à gauche. Et dans le cas de la maison des marques, les marques filles sont bien différentes de la marque mère. L'architecture de FedEx est un cas de maison de marque. Les marques filles se distinguent par la couleur du suffixe X, ainsi que la mention nominative en dessous. Pareil pour le San Diego Zoo, le symbole et la structure ne changent pas. Ce qui change, c'est le nom et parfois la couleur. En revanche, pour Nestlé, les marques filles sont nombreuses et variées. Elles correspondent à l'étendue de la marque dans le domaine de l'alimentation. L'architecture de marque permet de structurer les marques qui appartiennent à une autre marque, de créer un système logique et ordonné
de façon à se repérer. L'identité visuelle, c'est l'ensemble des éléments graphiques qui constituent l'image d'une marque. Ces codes graphiques permettent d'identifier et de reconnaître immédiatement la marque. Chaque marque a sa propre identité visuelle. Ça passe par le nom qui se retrouve dans le logotype lui-même, accompagné éventuellement d'une baseline ou d'une accroche. Ensuite, les codes graphiques. L'ensemble des éléments est combiné dans la charte graphique. Tout ça va servir dans un second temps pour la fabrication des outils de communication, qui sont les brochures, les affiches, le site web, les vidéos, la cinétique, etc. Ces outils de communication varient selon les marques. Prenons l'exemple de Luxe Perfumes, marque d'un fabricant qui vend des produits bruts pour créer des parfums, pour laquelle j'ai créé l'identité visuelle en début d'année. Ici, le logo est composé d'un nom, d'un symbole et d'une baseline. Lorsqu'il y a plusieurs éléments assemblés comme ça dans un logo, ça s'appelle un bloc marque. Son identité visuelle est composée du logo qui se présente sous plusieurs structures, verticales, horizontales ou avec le symbole seul. Elle est aussi composée des codes graphiques de la charte graphique et de la charte graphique. Tous les éléments vont ensuite se déployer sur les outils de communication, papeterie, site web, goodies, flacons, sacs, etc. Le rôle de l'identité visuelle est d'apporter de la cohérence visuelle. Les outils de la marque doivent être en harmonie les uns avec les autres. C'est la garantie pour la marque d'être identifiée au-delà de son logo. Parce que le logo seul ne suffit pas toujours. Il peut être accompagné de codes graphiques qui assurent son déploiement visuel. L'objectif est d'avoir une expression globale de la marque alignée avec son ADN. Maintenant, on passe à la troisième et dernière partie, les diverses familles de logotypes. On peut classer les logotypes en 4 familles. La première famille, c'est le logo typographique, que l'on appelle aussi typogramme. C'est la typographie qui fait l'identité. Ici, le nom vise seul, sans symbole, sans autre signe graphique que celui dessiné par le nom. Le logo typographique, c'est le type de logo le plus évident, celui qui nous parle le plus, qui nous est le plus familier, parce qu'il fonctionne comme une signature. Son originalité tient de l'écriture typographique. L'écriture peut trouver sa source dans les racines de la marque, comme Coca-Cola par exemple, qui exprime l'héritage, la jeunesse et la vitalité, ou bien prendre une forme plus contemporaine, comme IBM. La seconde famille, c'est le logo image. Un symbole s'ajoute au nom. Le logo image peut fonctionner comme un rébut, de façon directe comme Apple ou Target, ou de façon indirecte comme Lacoste. Le symbole peut être une représentation figurative stylisée comme Lacoste avec son crocodile, ou bien être typographique comme Carrefour. Le symbole et le nom peuvent fonctionner de façon groupée ou alors séparément. Et pour certaines marques très connues, le nom devient même secondaire au profit du symbole, comme Apple. La troisième famille, c'est le logo abstrait. Le nom porte un symbole abstrait. C'est une catégorie de logos souvent appréciée car elle fonctionne un peu comme quelque chose de magique. Associée à des campagnes de communication bien pensées, leur impact peut être très fort, exactement comme les symboles religieux. Je pense par exemple au logo de Nike, le fameux swoosh, qui au départ n'était pas très enthousiasmant, mais qui a été rendu mondialement connu grâce aux campagnes de pub et à la diffusion de la marque par ses produits. Il existe une quatrième sorte de logotype qui vient au-delà des 3 autres et qui utilise des éléments des 3 autres. C'est le logo système. Il varie selon des règles précises. Il est basé sur une trame normée avec des règles prédéfinies qui permet ensuite des variations infinies. Variations de couleur, de matière, comme le logo de la ville de Melbourne, variations selon l'actualité, comme Google. C'est une approche très intéressante pour pointer des idées, des valeurs et des opinions. Le logo système, c'est un logo vivant, peu utilisé car un peu difficile à mettre en œuvre, mais intéressant dans son approche. Pour des marques multifacettes, événementielles par exemple, ou bien qui vivent au gré de l'actualité, c'est une option à considérer pour se démarquer.
Le grand designer américain Paul Rand disait « Un bon design n'est jamais démodé. Par contre, un mauvais design l'est nécessairement. » Du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un bon logo? Pour moi, un bon logo doit avant tout exprimer l'identité de son émetteur. Ensuite, il doit être porteur de sens, ou bien d'une histoire. Un bon logo doit être singulier, même s'il peut ressembler de loin à d'autres. Il doit être aussi unique que l'est une personne, dans son intérêt pour se distinguer de la concurrence. Ensuite, il doit être harmonieux. Visuellement, ça doit être esthétique. Personne n'a envie de voir quelque chose de laid. La laideur se vend mal, comme l'écrivait le publicitaire Raymond Wevey dans les années 50. Et enfin, de façon pragmatique, il doit bien vivre dans différentes tailles. Dans cet exemple d'un traiteur parisien haut de gamme, j'ai veillé à ce qu'il soit lisible en tout petit comme en très grand, sur la carte de fidélité comme sur l'enseigne de la boutique. Même si son dessin peut être complexe, sa visibilité doit être maximale sur les différents supports. Dans les briefs clients que je reçois, le mot simplicité revient à chaque fois. Les clients veulent quelque chose de simple, et ils ont raison. La simplicité est un gage d'impact. Mais je pense qu'il faut regarder la simplicité sous tous ses paramètres. Ici, avec ces logos en exemple, ce qui se dégage, c'est la simplicité globale de chacun. L'effet général de chaque logo produit cette notion de simplicité. En revanche, quand on les observe de près, à part peut-être celui de National Geographic, ils sont loin d'être simples. Ils ont tous une grande complexité de conception, mais aussi de forme. Le logo du journal Le Monde présente une typographie bien plus complexe que celle de Transavia. En revanche, le symbole de Transavia présente une complexité dans son symbole, même si globalement il apparaît simple. Comme le disait aussi Paul Rand, la simplicité n'est pas le but, c'est la conséquence d'une bonne idée et de modestes attentes. Les logos ont un objectif pratique, synthétiser visuellement les grandes lignes de ce que représentent les marques. Selon les marques, ça peut passer par une typographie, un symbole, une couleur. Les logos sont faits pour être visibles et compréhensibles. Ils sont faits pour marquer les esprits. De fait, un logo ne peut pas tout raconter d'une marque. Il n'a ni le temps ni l'espace pour cela. Il exprime essentiellement quelques notions majeures. Le logo d'Unilever est composé d'éléments de la nature. De l'eau, des plantes, des animaux, une main, un cœur. Son idée clé, c'est la vitalité. La vitalité qui passe par l'alimentation, le soin de la personne, l'entretien de la maison, les 3 domaines d'intervention de la marque. Le logo Audi, lui, est composé de 4 cercles qui évoquent les 4 industriels à l'origine de la marque. Les 4 roues d'une voiture, le moteur en 4 temps qui a été l'innovation au lancement de la marque, et aussi les 4 anneaux olympiques. L'idée clé ici, c'est la performance. Pour le logo de l'architecte d'intérieur Aude de Fouché, je suis partie sur la pomme de pin comme symbole. La pomme de pin représente la structure et l'harmonie. La simplicité, sa symétrie, induit l'idée de la justesse et de la stabilité que l'on recherche en architecture. Symboliquement, elle représente aussi l'élévation, qui correspond au désir d'améliorer un espace, d'embellir à l'intérieur pour s'y sentir mieux. Ici, l'idée clé, c'est l'équilibre. Le logo est un patrimoine pour certaines marques. Depuis quelques années, on assiste à un retour au logo des années 60, 70, 80, 90, comme avec Peugeot, qui a changé il y a 2 ans son logo, avec une refonte de celui créé en 1960. En faisant cette actualisation de son symbole passé, Peugeot met en avant son héritage, tout en se distinguant de la concurrence. La marque se positionne comme valeur sûre qui traverse les époques. Le caractère félin et passionné propre à la marque est toujours là, mais on a rajouté la notion de patrimoine. L'idée, c'est bien sûr de renforcer l'image de la marque, en puisant dans son histoire visuelle. Renault a suivi le même processus 1 année plus tard, avec la mise à jour de son symbole des années 70, pour un résultat d'une grande modernité.
Et Reebok a fait la même chose en renouant avec son logo de 1993. Ici, le symbole et la typographie ont été redessinés pour optimiser leur lisibilité. Cette mise à jour donne un nouveau souffle à ces marques, tout en renouant avec ce qui faisait leur ancrage visuel. Renouer avec des signes ou des typographies qui étaient bien conçues à l'époque montre à la fois un désir de porter une histoire, un patrimoine, mais aussi une envie de pérennité. C'est une façon de respecter l'ADN de la marque. Un logotype n'est pas un sprint, mais une course d'endurance. Il y a des logos qui changent en fonction des modes et d'autres qui ne bougent pas, parce qu'ils ont été portés par la marque et ses campagnes de communication, mais avant tout parce qu'ils ont bien été conçus dès l'origine. Les logos sont avant tout faits pour durer. C'est un investissement que les marques font au moment de leur création, dans l'idée d'impacter pérennement, de rayonner dans la durée. Un logo qui dure dans le temps est un logo qui prend de la valeur et renforce sa visibilité et donc son impact. Ces logos ici n'ont presque pas changé depuis leur création. Certains, comme Twinings, ont plus de 100 ans. Ils sont aujourd'hui ancrés dans notre inconscient collectif. Pour résumer, un bon logo doit exprimer l'identité de la marque qu'il porte, avoir du sens, être unique, être harmonieux, être déclinable. La simplicité découlera de tout cela. Et le résultat fera qu'il fonctionnera dans le temps. Tous ces éléments combinés vont apporter au logo et donc à la marque de l'impact, de la reconnaissance et surtout vont permettre de construire un lien émotionnel d'attachement. Et cette dernière notion, c'est le Graal pour les marques. Le neuroscientifique américain Michael Platt a étudié les relations physiologiques que l'on entretient avec les marques. Il a observé comment notre cerveau réagit avec les marques. Pour son étude sortie en 2021, il a fait passer des IRM à un échantillon de personnes et a regardé leur réaction neuronale lorsqu'on leur parlait de deux marques, Apple et Samsung. De façon bienveillante, de façon négative et de façon neutre. Les utilisateurs d'Apple ont montré une grande empathie quand on leur a parlé d'Apple. De la même façon qu'ils auraient montré de l'empathie vis-à-vis d'un de leurs proches. Curieusement, les utilisateurs de Samsung n'ont pas eu de réaction particulière quand on leur a parlé de Samsung. En revanche, ils ont éprouvé de la sympathie quand on a critiqué Apple. Conclusion, les utilisateurs d'Apple consomment Apple parce qu'ils adorent la marque. Par contre, les utilisateurs de Samsung achètent du Samsung parce qu'ils détestent Apple. L'impact créé par les deux marques est complètement différent. Apple a su créer un lien émotionnel d'attachement avec ses consommateurs. Et pour une marque avec une forte notoriété, il peut être risqué de changer son logo. En 2010, la marque Gap a tenté un changement curieux avec ce logo à droite. Ça a produit un rejet tel de la part des fans de la marque que le logo a été retiré en 7 jours. Que s'est-il passé? La relation entre les consommateurs et la marque a été brisée. Les gens aiment ce logo en lettres condensées et en empattement sur fond carré bleu marine. Le changer pour un logo typographique radicalement opposé, en sortant le carré bleu, en le rétrécissant, en lui rajoutant un dégradé qui n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens ni dans le fond ni dans la forme. Lorsqu'un logo est bien conçu, connu et apprécié, le changer n'est pas une bonne idée. À l'inverse, certaines marques ont bien fait de changer leur logo. La banque américaine Chase a changé son logo en 1961 en amenant un symbole abstrait. Une révolution pour l'époque et le secteur qui présentait alors des sortes de logos gravures très illustratifs et très peu lisibles. Le nouveau logo a eu du mal à passer en interne. Sur les 3 associés, un était convaincu de sa qualité et les 2 autres se sont finalement laissés convaincre après de nombreuses discussions. 60 ans plus tard, ce logo est devenu iconique. On choisit inconsciemment les marques dans lesquelles on se reconnaît, qui correspondent à nos valeurs. Dis-moi quelle marque tu consommes, je te dirai qui tu es, pour paraphraser le gastronome français Bria Savarin. On consomme les marques de plus en plus en fonction du bénéfice psychique qu'elles apportent. Les moteurs du désir d'achat ne sont plus les mêmes
que ceux qui ont marqué les décennies précédentes. Avant, on consommait utile. Ensuite, on a consommé pour l'image sociale. Et aujourd'hui, on consomme par désir de bien-être et d'appartenance à un groupe. Les marques offrent des repères identitaires. Elles affirment nos identités, peuvent combler nos manques affectifs et nous apportent étrangement le sentiment d'être bien entourés. Leur impact émotionnel est gigantesque. Pour certaines, les plus aspirationnelles, celles qui nous parlent le plus, on peut même créer une affection profonde, comme avec des personnes. On parle alors de love brands. Ici, ce sont mes love brands. Vous pouvez toutes et toutes faire l'exercice avec les marques que vous aimez le plus. Bien sûr, pour moi, il n'y a pas de love sans bon logo. Le logotype doit être efficace pour que j'adhère à la marque, au-delà de tous les autres aspects qu'elle véhicule. Et vous, quels sont vos love brands? La fameuse pyramide de Maslow de 1943 est aussi appelée la pyramide des besoins. Les marques répondent à nos besoins fondamentaux, physiologiques comme la nourriture, mais aussi à nos besoins d'estime et d'accomplissement de soi. La culture, par exemple, se trouve tout en haut de la pyramide, entre autres, dans ce dernier besoin tout en haut. En répondant à nos 5 besoins fondamentaux, les marques sont à notre service au quotidien. C'est pour ça qu'on en a besoin, elles nous sont nécessaires. Et leurs logos servent de repères pour les distinguer les unes des autres. En résumé, le logotype, qui n'est pourtant qu'une petite partie de l'identité visuelle, qui elle-même n'est qu'une petite partie de la marque, a néanmoins une importance considérable, puisqu'il est l'élément visuel central d'une marque, celui qu'on voit le plus. Le logotype, c'est le symbole de la marque. Et aucune marque, quelle qu'elle soit, petite ou grande, locale ou internationale, ne peut se passer aujourd'hui d'un symbole. L'enjeu est trop fort pour se rendre visible, pour se distinguer de la concurrence, ou tout simplement pour faire connaître ses produits ou ses services. Dans cette présentation, on est parti de la marque pour finir sur le logotype en passant par l'identité visuelle. Mais on aurait tout à fait pu aussi partir du logotype pour aller vers la marque. Il n'y a pas de logotype sans marque, ni d'identité visuelle sans logotype. Pour appuyer la marque, l'identité visuelle et le logo sont indispensables. Ils sont interconnectés et s'alimentent mutuellement. Peut-on imaginer Big Ben sans drapeau du Royaume-Uni? Ou un bateau pirate sans drapeau pirate? Il y a des signes dont on ne peut pas se passer car ils nous donnent des informations importantes. Le premier objectif de communication pour une marque est d'annoncer qui elle est en tant qu'entité par le biais de ces signes, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme ou en tant qu'individu. Les logotypes, via les identités visuelles, ont une force colossale sur leur environnement. Ils communiquent de façon immédiate au plus grand nombre. Quelle que soit notre culture, notre passé, nos connaissances, leur pouvoir symbolique nous impacte. On parle d'emblèmes pour les logos, comme pour des drapeaux ou des armoiries. On parle aussi de logos iconiques. Au sens propre, une icône, c'est une image religieuse sacrée. Au sens figuré, c'est une personne qui incarne une communauté, un courant ou une mode. Quand on dit qu'un logo est iconique, c'est que son pouvoir de communication est immense, comme un symbole religieux. Les logos sont des outils nécessaires et puissants pour les marques. Ils servent de signature autant que d'étendard. Ils sont au service des marques. Merci beaucoup pour votre attention. Et est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Camille. Je vais vous inviter à poser des questions. N'hésitez pas. Je suis sûre que vous en avez plein. Et merci Camille, c'était passionnant. Avec plaisir. Ouais, je vais commencer, c'est Carole qui parle. Moi, je travaille avec Camille en agence de communication et d'identité visuelle. Donc, je suis assez sensible à cette problématique, ce sujet d'identité visuelle. Aujourd'hui, moi, je suis UX designer et je voulais plus approfondir le sujet
en disant aussi que l'identité visuelle, l'identité de marque, elle est importante aussi pour les professionnels qui travaillent avec la marque. Parce que plus une marque est travaillée et bien aussi cadrée, et bien plus on peut la décliner sur les différents supports. Et ça, d'un point de vue événementiel, d'un point de vue design graphique sur le web, c'est très important parce que on peut décliner l'identité visuelle et on peut utiliser cette force. Et en tant que designer de site internet, on fait beaucoup de tests utilisateurs et on s'aperçoit que les utilisateurs aujourd'hui sont très sensibles à cette cohérence graphique qu'on peut retrouver sur tous les supports. Et tu l'as dit aussi, Camille, ça peut être un support, ça peut être aussi un design sonore, un design sensoriel avec les odeurs. Ils sont très sensibles aujourd'hui à ce type de travail et ça crée vraiment un attachement à la marque. Donc je voulais aussi préciser ça et surtout d'un point de vue professionnel que c'est très agréable de travailler avec une bonne identité visuelle et qui puisse être réutilisée. Tout à fait. Je voulais aussi rajouter, tu sais, sur le marquage qui est ancien, il y a aussi sur le marquage des fruits, du temps du roi Louis, le roi Soleil, en fait, il adorait le marquage sur les fruits, les pommes, les poires, et c'était pour lui un gage de reconnaissance. Alors du coup, ça m'a fait partager cette petite anecdote avec vous. Très, très intéressant. Ce Voilà. que tu disais au début aussi, c'était, tu parlais en fait d'expérience utilisateur. Quand tu parles de cohérence globale, en fait, c'est aussi l'expérience utilisateur qui est absolument partout. Toutes les interactions qu'on a, nous, en tant que consommateurs, consommatrices, avec la marque, créent une expérience. Et cette expérience-là participe de l'identité visuelle et de tous les codes de la marque. Donc, effectivement, son côté global est très important pour une marque. Oui, tout à fait, ouais. Et pour l'utilisateur et la finalité, c'est important cette cohérence parce que sans cette cohérence, on peut parfois créer des mauvaises expériences. Et surtout, nous, on n'appelle pas, en tant qu'UX designer, designer de site internet d'application, on part de l'identité visuelle de la charte graphique pour faire un design system. Donc, le design system, c'est tout simplement, on digère les codes graphiques du print pour aller sur du digital. Et généralement, on y est très proche. Hein. Mais si on a quelque chose qui est bancal, on aura quelque chose qui est bancal aussi finalement sur nos applications et du coup pour les expériences des utilisateurs. Donc, en tout cas, merci beaucoup Camille pour ta présentation de grande qualité. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Béatrice. Je voulais vraiment revenir vers toi, Camille, et te remercier pour cette formidable présentation. J'ai appris plein de choses et en plus, tu étais très, très claire dans tes explications qui étaient simples et impactantes. Et ce que j'ai retenu, j'ai beaucoup aimé la pyramide de Maslow. Parce que en fait, tu as bien discerné les marques qui correspondent à un besoin de sécurité, un besoin d'appartenance comme Apple. Et d'ailleurs, tu as fait une super présentation entre Apple et Samsung. C'est toujours un peu la bagarre, le duel, etc. Et puis, évidemment, ce besoin d'estime. On porte une marque parce que, voilà, on pense que on représente quelque chose en portant cette marque comme Hermès ou peut être Vuitton, etc. Et puis le besoin d'accomplissement. Donc, j'apprécie beaucoup cette image parce que on arrive à distinguer le rôle, en fait, que jouent les marques sur nous, sur notre comportement, sur notre bien-être, sur nos envies. Et voilà, c'est pas une question, mais c'était vraiment un retour pour te remercier de nous éclairer de cette façon. Avec plaisir, Béatrice. Et je rajouterais sur la pyramide de Maslow que, évidemment, il y a des marques qui se retrouvent dans plusieurs catégories. Eh oui, forcément. Mais là, tu les as bien séparés pour bien nous montrer la différence, mais on sait bien que c'est pas toujours noir et blanc, que ça peut être gris aussi. Hein. Absolument. Voilà. Moi, j'avais, alors je ne sais pas si c'est peut-être comme Béatrice, on était ensemble dans un jury il y a quelques jours, c'est pareil, c'est un questionnement plus qu'une question. En fait, j'ai trouvé ça passionnant, merci beaucoup d'ailleurs, mais tout ça me questionne sur l'avenir de notre société. Et moi, je dirais que je trouve ça finalement
je le comprends, mais en même temps, je trouve ça assez inquiétant de se dire qu'on a besoin de se rattacher à une marque pour pouvoir développer notre propre identité. Donc moi, c'est plutôt ces sujets-là qui me questionnent autour de notre rôle au sens plus large de designer dans cette évolution. Est-ce qu'on doit justement renforcer cet attachement et ce besoin que les gens ont de faire disparaître leur identité derrière en fait une sélection de marques qui te font toi, tu vois ce que je veux dire? Ou au contraire, accompagner de par notre travail les personnes à trouver c'est quoi leur propre identité et pas forcément à travers des marques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plus un questionnement que j'ai aujourd'hui de voilà, est-ce qu'il faut vraiment venir renforcer ça ou finalement travailler de je ne sais trop quelle manière pour venir aider les gens, comme on le fait chez Women Design, finalement à savoir où est l'alignement, quelle est notre identité à chacun, chacune, et voilà, et de plus s'appuyer finalement sur des marques pour représenter qui on est. Voilà, donc plutôt un questionnement ouvert. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que c'est pas parce qu'on adhère à des marques qu'on perd son identité. Je pense que il peut y avoir des liens, comme on peut être aussi dire ce sont mes peluches, ce qui m'entoure, ce que j'aime bien, où j'y vais de temps en temps, j'y vais pas, voilà, je suis bien avec moi-même. Je pense que c'est pas une condition sine qua non pour le développement de sa propre identité, sauf si on a un problème psychique et qu'on s'y perd. Mais je pense pas que ce soit l'objectif et le but. Je vois ça plutôt. Il y a peut-être une échelle. Moi, c'est vrai que Apple, par exemple, où il y a certaines marques que je trouve proches du gourou. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Complètement. Et du coup, c'est là où je me dis peut-être qu'il y a une étape où on va un tout petit peu trop loin au niveau des marques et où finalement, ça devient notre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette limite de on aime, on adhère aux valeurs qui sont retransmises par le logo et par l'identité, etc., comme tu l'as bien expliqué. Et derrière, en fait, il y a une limite où je trouve quelques marques vont venir dépasser cette limite et en fait, on confond notre identité avec ce côté un peu gros. Encore une fois, je suis désolée, je traite toujours, ceux et celles qui me connaissent le savent, dans cette réflexion sur notre métier par rapport aux changements, aux évolutions sociétales, à l'impact aussi sur l'utilisation des fragilités du cerveau humain, des neurosciences, etc. Et du côté éthique. Et donc, voilà, je voulais juste parler de ça. Mais je voulais compléter, Johanna, ça dépend où est-ce que tu mets le curseur aussi, parce que tu peux avoir dans certains métiers qui sont dans la bienveillance, des naturopathes, etc., qui ont besoin de se positionner. Je pense aussi que c'est une question de positionnement, de là où on met le curseur. Et moi, je suis d'accord avec toi sur le côté Apple, marque. Je suis la première à travailler pour des marques et je suis la première à ne pas porter de marque. Donc, je pense que ça dépend de nos valeurs, ça dépend de là où vraiment on se positionne. Mais ce qui est important, c'est que même moi, à ma petite échelle où je fais mes petites choses, mes petites tambouilles, mon petit podcast, eh ben, j'ai besoin de mon petit logo. Alors du coup, oui, pour le distinguer des autres, mais j'ai mes valeurs, j'ai mon positionnement. Je ne suis pas en mode gourou, je ne veux pas non plus manger les autres. Donc, je suis d'accord avec toi, mais aussi à nous de respecter les valeurs de nos clients, respecter là où ils veulent aller, et c'est dans une écoute et de bienveillance et de collaboration qu'on arrive à sortir une marque qui est vraiment en accord avec ce que la personne veut véhiculer. Je pense qu'une idée clé qu'on peut retenir aussi de cette présentation, c'est qu'il y a autant de marques que d'individus sur la Terre. Du coup, dans le lot, il y a forcément des gourous, il y a forcément aussi des choses très humbles ou des entités sociales qui valorisent le bien commun. Donc, ce panel-là, il est très large. Donc, à nous, designers, de construire les marques avec un maximum d'éthique. Et là, c'est à chacun de faire son bout de chemin. Oui. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réactions? N'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment juste envie de partager aussi votre ressenti, les idées qui vous traversent juste maintenant suite à tous les échanges qu'on a eus. Allez-y, n'hésitez pas.
s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre de revenir sur ce que vous venez de dire, toi aussi, Johanna. Je pense effectivement que la marque, on peut s'en servir quand on en a besoin. Moi, je fais un peu le lien avec les couleurs. Pareil, le travail de neurosciences, etc., d'effets psychologiques. C'est vrai qu'une couleur peut nous aider quand on la porte sur soi ou quand elle est dans notre environnement. On en a besoin parce qu'on a un sentiment d'aide. Une couleur peut nous aider à mieux réfléchir, à nous calmer, etc. Je pense qu'une marque, elle a aussi peut-être un petit peu ce rôle. Le jour où on en a besoin, on la prend, on l'utilise, on fait avec. Et puis le jour où notre identité est plus importante que la marque, enfin, dont notre volonté identitaire est plus importante que la marque, alors évidemment, ce n'est pas la peine de s'en servir parce qu'on se sent suffisamment forte pour être représenté soi-même et pas à travers ce que l'on porte, la marque d'un sac, d'une chaussure, etc. Donc oui, il y a des moments où on peut s'en servir et d'autres moments où franchement, elles ne sont pas utiles, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà. Oui, tout à fait. C'est à nous d'utiliser les marques comme on l'entend. C'est pas aux marques de nous dominer. C'est là où c'est à nous d'être intelligents et intelligentes là-dessus. Les marques sont notre service, c'est pas l'inverse. Hein. Donc, il faut aussi recaler les choses au bon endroit. Oui, tout à fait. Je voulais aussi parler de tu sais, à un moment donné, tu as parlé de simplicité. C'est vrai que souvent, on nous demande, oui, faites les choses simples, etc. Mais avant d'arriver à une simplicité, on a toujours de la complexité en amont des projets. Et ça, d'où aussi tout le travail de designer, de partir de briefs compliqués, de plusieurs demandes. On a les attentes de la marque, du groupe, des chefs de projet, des responsables com, et on a aussi les attentes des clients. Qu'est-ce qui va les toucher, qu'est-ce qui va les impacter. Donc tout ça, c'est assez complexe. Oui. Et justement, d'arriver à une simplicité, c'est le Graal pour un designer, de faire les choses simples et qui plaisent aussi à tout le monde. Donc ça, c'est un gros travail, je pense, du coup, auquel tu dois faire face, Camille. Et ça demande beaucoup d'efforts et c'est sport. En fait, c'est un travail de synthèse. C'est un travail de synthèse, en fait. Pour impacter un maximum, il faut synthétiser. Et toutes ces idées qui viennent de différentes personnes, il faut savoir aussi les trier, parce que toutes ne sont pas bonnes à prendre. Le client n'a pas toujours raison sur tous les points, ou parfois énormément, parfois pas du tout. Donc c'est aussi au designer de rediriger, de refaire des bouts de brief, de se mettre en accord avec le client pour savoir comment donner la meilleure réponse. Et ça, c'est tout un travail qui est basé aussi sur la relation de confiance entre le client et le designer. Et ça, c'est très important aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas faire un bon design sans cette relation de confiance. Et aussi de recommandations, parce qu'un designer doit faire des recommandations, conseiller, avertir, sur attention, ce que vous nous demandez là, on l'a déjà expertisé, on n'est pas dans la bonne direction. Enfin, il y a tout un travail de conseil derrière qui est important aussi. Essentiel. Pour les marques. Oui, parce que les designers voient des choses que les clients ne voient pas. On n'a pas le même métier, on fait des choses complètement différentes. Donc nous, on a un regard et des connaissances qu'on porte sur notre métier, et le client a sa connaissance et son regard sur son métier. Nous, en tant que designer, on ne connaît pas tous les métiers. Et si on intervient sur des chantiers dans des domaines qu'on ne connaît pas du tout, c'est au client de nous informer des grandes lignes, des choses importantes à savoir sur ce corps de métier-là. Donc cette relation-là entre le client et les designers, c'est absolument capital. Qu'il y a un bon échange, une fluidité de discours, c'est absolument essentiel et fondamental pour créer un bon design in fine. Oui. Je regardais juste s'il y avait des questions. Je ne vois pas de questions sur le chat non plus. Du coup, je laisse encore quelques secondes. Je vous laisse une dernière opportunité de déclencher votre micro et de nous dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, et ensuite, j'enchaînerai. J'arrête de parler, je vous laisse quelques instants.
Avant de te laisser la parole de fin, Johanna, moi, je voulais dire un petit mot. Si ça vous amuse de faire un petit jeu, je vous propose d'aller sur mon site internet et de retrouver tous les logos qui étaient dans ma présentation que j'ai fait. Voilà, je les ai mélangés avec d'autres logos très connus évidemment pour que ça parle à tout le monde, mais il y en a une partie que j'ai fait. Donc si vous voulez aller voir, ça peut être amusant de savoir lesquels étaient dans la présentation. Tu nous mets le lien dans le chat? Bien sûr, je m'en occupe. Bon, alors pendant que tu fais ça, je vais juste vous parler quelques instants de l'association Women in Design. On parle plutôt, on est une association, mais on parle plutôt d'un mouvement. Donc on s'est créé il y a, je dirais, 1 an et demi à peu près. On a commencé à se regrouper à quelques personnes pour parler de ce qu'on avait envie de faire. Et donc, bien qu'on s'appelle Women in Design, notre volonté derrière ce mouvement, c'est de travailler sur la valorisation de la pluralité des approches que peuvent avoir les praticiennes du design, les personnalités et aussi la pluralité des genres. Il y a un des autres sujets qui m'est très important, c'est la pluralité des ce qu'on appelle la neurodiversité aussi. Et on sait que dans les métiers, les gens qui pratiquent le design, on a une grande diversité neurologique aussi. Donc, c'est les différents fonctionnements de nos cerveaux qui, aujourd'hui, n'est pas forcément des plus acceptées, comprises, etc. On doit quand même rentrer dans certaines normes, même dans la façon dont on peut s'exprimer ou la façon dont on exprime notre créativité. Donc ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, de travailler là-dessus, donc au-delà du genre. Et aussi, on veut travailler à restaurer une meilleure parité dans le design. On sait qu'aujourd'hui, on a typiquement, certaines d'entre vous sont dans l'UX, l'UI. Alors là, on a une très bonne représentation des différents genres. On a aussi des femmes qui sont très visibles dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, ça peut nous donner aussi un effet de… en fait, on voit beaucoup de femmes dans le design. Elles sont très présentes. Ou d'autres genres, on va dire, que le genre masculin. Mais finalement, c'est juste un effet sur certains secteurs et pas sur tous les secteurs. On veut travailler à la fois sur la mise en avant des femmes et des personnes non binaires. Au travers, entre autres, on a un programme qu'on lance en septembre qui va s'appeler le programme Rôle Modèle. Donc, on va travailler pas sur le fait de mettre une personne en avant, mais une cinquantaine par année. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire émerger des personnes qui peuvent ensuite nous inspirer sur tous les domaines du design et qu'on aura envie de suivre, mais dont on n'a peut-être jamais entendu parler. Donc, c'est de développer ces nouveaux rôles modèles. Et on travaille aussi sur des sujets autour de… c'est un peu plus en démarrage, mais sur l'accessibilité du design dans des lieux ou dans des secteurs ou dans des pays où en fait le design est plus difficilement accessible. Typiquement, je peux vous donner 2 exemples. On travaille on a un groupe de travail qui va travailler à la fois sur l'accès à la culture design dans ce qu'on appelle les grands ensembles, les quartiers prioritaires, etc. Où en fait, on n'a pas forcément de communication sur le fait qu'on peut trouver du travail facilement par le design, que le design est un métier. Qu'est-ce que le design? Ça ne rentre pas forcément dans la culture de ces quartiers parce que le design signifie autre chose. Et on travaille aussi avec une personne qui est au Bénin sur le sujet de l'accessibilité du design par le fait qu'aujourd'hui, dans certains pays, comme le Bénin, ils ont cette sensation d'inaccessibilité au design parce que finalement, toutes les ressources design sont en anglais et sur LinkedIn. Je schématise un petit peu, mais en fait, on se nourrit nous-mêmes par les réseaux qu'on utilise, par la langue qu'on utilise, mais c'est assez excluant de nombreuses personnes. Et là encore, on est au-delà du genre, on est plus dans des pays ou dans des cultures ou dans des milieux sociaux, etc. Où en fait, on se rend compte que si on arrive à changer ça, on va aussi réussir à changer la diversité qu'on a dans les designers qui arrivent jusqu'aux écoles et qui arrivent jusqu'au métier du design dans les entreprises. Et voilà.
Et en faisant ça, parce qu'on sait que le designer est au démarrage de tous ces projets, il est là au moment de la conception, il est là, comme le disait Camille, au moment on réfléchit et même peut-être des fois, on a des échanges sur nos valeurs, quand on est sur les valeurs de l'entreprise, quand on est designer avec une entreprise qui s'est peut-être jamais posé certaines questions. Et donc, le fait de travailler sur cette pluralité, cette diversité, cette multiculture au sein même des designers, on pense que ça peut avoir aussi un impact sur l'évolution des entreprises, du design, etc., au sens plus large. Pour résumer un petit peu ce qu'on fait concrètement, très concrètement chez Women Design, on a 3 missions principales. La première, c'est informer et sensibiliser. La seconde, c'est inspirer et rendre visible. Et la troisième, c'est impulser et connecter. Derrière ça, on a à la fois donc, ce cycle de conférences qu'on va continuer à développer et on est en train de travailler sur des partenariats avec d'autres associations qui ont des valeurs similaires pour accroître un petit peu l'impact qu'on peut avoir avec ces conférences et cette place qu'on donne de visibilité aux femmes et pas que aux femmes. D'ailleurs, on aura un homme qui va intervenir en octobre sur des sujets autour de l'équilibre et du bien-être au travail, mais au sens vraiment plus cognitif et de santé, voilà, de santé, de la vraie santé, quoi, c'est-à-dire l'impact que ça peut avoir sur notre santé psychologique et physique. On va avoir aussi un cycle de co-développement qui a démarré depuis septembre, donc ça fait pratiquement 1 an. On est 8 maintenant dans ce cycle-là, on est plusieurs groupes. Et chaque semaine, qui est plutôt dédiée à l'entrepreneuriat pour l'instant, chaque semaine, en fait, des femmes qui sont praticiennes du design, et encore une fois, c'est ouvert aux hommes, mais aujourd'hui, on n'a que des femmes qui sont praticiennes du design se réunissent chaque semaine pour parler de leur entreprise, de l'évolution, des challenges qu'elles rencontrent, etc. Et donc s'entraider sur le développement et passer par-dessus les barrières qu'on rencontre. On a plusieurs personnes d'ailleurs qui suivent les groupes de co-développement qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, on a ensuite le grand programme de rôle modèle qu'on va démarrer en septembre. Et voilà, un petit peu les principales actions qu'on fait aujourd'hui tournent autour de ces 3 missions et avec ces actions principales que je viens de vous décrire. J'ai l'impression que vu le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, j'ai envie aussi de vous partager les valeurs qu'on n'a pas communiquées, mais qui sont dans nos statuts depuis déjà plus d'1 an. On a 4 groupes de valeurs et on avait travaillé par duo de mots, vous allez voir. Et j'aimerais peut-être avoir en quelques mots, Camille, toi, peut-être si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Notre première valeur chez Women Design, c'est la singularité et unité. Donc, révéler l'unicité de chaque praticien et praticienne du design et toujours se retrouver autour d'une vision commune. C'est notre première valeur. La seconde, c'est durabilité et anticonformisme. Regarder, questionner pour concevoir sous un autre angle et toujours penser long terme. La troisième, c'est l'ambition et la sororité. Repousser les limites, défendre nos convictions et viser haut et toujours s'entraider et se réjouir pour l'autre. Et l'expertise et l'humilité, être précis, précise, juste, pointu dans nos propos et nos actions et toujours être simple, accessible et à l'écoute. Ouais, c'est les 4 valeurs qu'on a développées et sur lesquelles on base vraiment toutes nos actions et tout le développement de notre mouvement. Voilà. Est-ce que peut-être, pour clôturer, Camille, tu aurais envie de partager quelque chose par rapport à ce que je viens de dire justement sur les valeurs? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Women Design, c'est peut-être parmi toutes ces valeurs qui sont toutes superbes, 2 en particulier, effectivement l'unicité, c'est qu'on est toutes différentes, uniques dans notre approche du design, même si on a exactement le même secteur d'activité, on est différentes parce qu'on a une vision, une sensibilité différente. Donc là-dessus, c'est passionnant d'échanger, de collaborer, c'est hyper intéressant. Et la deuxième, c'est bien sûr la sororité, dont on parle beaucoup ces dernières années, mais qu'on n'a pas assez parlé avant, qui me semble absolument essentielle. Moi, je suis convaincue, en plus, particulièrement dans le secteur du design,
qu'il faut avoir de la sororité entre les femmes designers et entre les designers de façon générale pour aller plus loin ensemble, pour faire un travail de meilleure qualité et pour s'entraider, et pour s'aider à avancer. Voilà, je pense que tout le milieu du design ne peut qu'en sortir grandi si on se tient par la main plutôt que l'inverse. Donc, je pense que c'est des caractéristiques que je soutiens complètement et que c'est une très belle association Human Design et qui, à mon avis, va beaucoup se développer. Et grâce à certainement aussi au travail que tu as fait sur l'identité visuelle qu'on pourra vous montrer très prochainement. Et Camille, tu prendras la parole justement là-dessus pour le présenter à toutes et tous. On a aussi beaucoup discuté, et j'aimerais peut-être terminer là-dessus, parce que je sais qu'on a plusieurs hommes aujourd'hui, et on a beaucoup discuté sur le sujet du choix du mot de sororité. Et avec le temps, c'est quelque chose qu'on aimerait voir évoluer, pas vers fraternité, hein, certainement pas, parce que du coup, on n'est que sur du masculin aussi, mais vers un autre mot, et là, je l'ai perdu, j'arrive plus à me souvenir, qui signifie à la fois sororité et fraternité dans un même mot. Adelphité. Adelphité, merci. Adelphité. Et venir transformer ce mot vers adelphité pour être inclusif finalement de l'ensemble des genres. Aujourd'hui, on a ce sentiment que par le fait d'avoir créé une association avec cette forte valeur féminine du féminin, on arrive à créer une communauté. Et le fait d'ensuite de venir la développer par la suite et de l'amener vers une association qui soit encore plus inclusive, même si nos missions sont clairement toujours, comme on le disait, pour l'ensemble des genres. Voilà, c'est une étape qu'on passera à un moment donné quand on sentira que ce sera prêt, comme PWN, une autre association que Camille, tu connais bien aussi, Professional Women Network, qui s'appelle toujours Professional Women Network, mais qui s'est ouvert il y a 1 an et demi à beaucoup d'actions qui sont du coup maintenant voilà, l'association évolue vers l'ensemble des genres. Et je pense que c'est aussi trouver le bon moment pour réussir à faire cette transformation qui viendra. Mais encore une fois, nos actions sont vraiment pour tous les genres. Et notre but, c'est cet équilibre de visibilité de toutes les atypicités que peuvent avoir le design. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé le mot designer, mais à chaque fois praticien et praticienne du design. Parce qu'on inclut aussi chez nous, aussi en même temps, je vois ma soeur, excusez-moi, qui passe normalement, qui passe derrière moi, excusez-moi. Je vois aussi la volonté, enfin derrière cette utilisation de praticien-praticienne, cette volonté de parler à la fois aussi des personnes qui font de la recherche en design. On a des gens qui sont chercheurs, chercheuses en design. On a des personnes qui sont dans la sociologie, dans la communication, et qui se sentent appartenir au design, au monde du design. Et c'est ça qu'on veut continuer à conserver. C'est cette ouverture à toutes les personnes qui pratiquent le design. On n'est pas ici dans le jugement de est-ce que tu es un vrai designer parce que tu as fait un bac+5 dans telle école, donc tu es un vrai designer, ou est-ce que tu as fait finalement une formation de 3 mois ou de 1 mois et que tu as envie de pratiquer le design, ou est-ce que tu te sens… Voilà, c'est plutôt ça qu'on va aller chercher, c'est cette envie, cette curiosité qui est liée au design et qu'on veut cultiver et avoir de plus en plus de personnes qui viennent… qui se sentent appartenir au design et qui comprennent que chez nous, en fait, on accueille toutes les personnes qui ont envie de faire avancer la société par le design. Voilà. Je vais couper l'enregistrement. Voilà.